RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Notez que l'Agence nationale des fréquences interdit la vente d'iPhone 12 en France. Selon la NFR, le niveau d'ondes électromagnétiques émis par l'appareil serait beaucoup trop élevé. Il s'agit d'un dépassement de la limite du débit d'absorption spécifique, aussi appelé DAS, qui mesure l'énergie transportée par les ondes et absorbée par le corps humain. Une polémique qui n'a pas lieu d'être pour Apple, qui indique que les valeurs des fréquences n'avaient aucun impact sur la santé. Reste à savoir ce que vous en pensez. Nous sommes partis à votre rencontre. Regardez. Vous sentez-vous concerné par les ondes ? Ben oui, puisque bon, le téléphone en général c'est pas bon, donc du coup je pense que tout le monde est concerné par les ondes. Hein. Le téléphone c'est néfaste pour la santé. Et malheureusement, tout le monde est sur son téléphone. Pas spécialement, puisque comme je l'ai dit, moi, le téléphone, c'est pas primordial pour moi. Ça m'est arrivé de l'oublier une fois sur mon travail un vendredi, je récupérais le lundi. Donc je peux vraiment me passer du téléphone, c'est pas un souci. Oui. Alors bon, ça fait ça, surtout par rapport à la santé, quoi. Oui, bien sûr, notamment depuis la publication de l'interdiction de l'iPhone 12 qu'on peut voir sur l'ensemble des chaînes de télévision ou radio, voire même les réseaux sociaux. Oui, complètement. Connaissez-vous les risques pour la santé, cancer, infertilité, etc. Alors pas beaucoup. Après, je sais qu'en général, on sait tous que malheureusement, il y a le cancer et tout. Mais par rapport au téléphone, non, je savais pas. Donc c'est bien de savoir ça aussi. Je sais que ça peut agir effectivement au niveau du cœur, au niveau du cerveau. C'est à peu près comme les zones, les bandes téléphoniques qu'on a sur les routes. Hein. Donc c'est un petit peu normal, oui. Oui, ça risque cancéreux, ça peut, surtout pour lui, ça peut tirer en dessous, tout ça et tout, machin. Il y a plein de trucs par rapport aux ondes. Risque auditif, risque sur notamment tout ce qui est touche au système nerveux. Je pense qu'il y a bien d'autres auditifs également, bien sûr. Connaissez-vous les réflexes pour diminuer les risques ? Non, franchement, c'est une très bonne question. Et puis je vais me renseigner. Déjà le soir, en allant se coucher, évitez de mettre le téléphone dans la chambre. Pareil pour la télé, d'éteindre complètement, mais pas le laisser du tout en veille. Hein. Les écouteurs, surtout, peu importe, les écouteurs comme ça, ou des écouteurs à fil et tout machin. Alors je pense que, ou bien un kit main libre, mais sur haut-parleur, quand tu ça éviter de mettre de l'eau parce que c'est cancéreux, ça donne et ça rend des gens infertiles. Moi, mon premier réflexe déjà, c'est de mettre mon téléphone loin de mon corps, mais dans mon sac, la nuit le plus loin possible de mon lit, contrairement à ce que font les jeunes aujourd'hui, très mauvaises habitudes à corriger. Ça, c'est les premiers réflexes que j'ai. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et on se rend maintenant au lycée Carnot à Pointe-à-Pitre pour la journée d'intégration des nouveaux élèves de la filière sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. Elles ont pour vocation, ces deux journées, à permettre aux nouveaux entrants, particulièrement les secondes, mais vous avez aussi les élèves, quelques élèves qui rentrent en classe de première, de pouvoir s'intégrer avec les anciens autour de cette filière qui est artistique. C'est extrêmement important pour les élèves de faire connaissance parce que ça leur donne le moyen de pouvoir s'exprimer pour une première fois ensemble, en communauté, à travers leur art. C'est le moment où les élèves apprennent à se connaître, les élèves se mettent ensemble et ils forment un groupe parce que nous sommes dans l'art et c'est très très important, que ce soit au théâtre, musique et danse, il faut que les élèves soient ensemble. C'est un travail collectif. Donc, que les groupes soient formés dès maintenant, qui sympathisent ensemble, c'est très très important pour la suite. Je trouve que c'est sympa, on apprend des choses, de nouvelles choses, on apprend à se connaître et à s'adapter. Nous apprenons beaucoup de choses, nous pouvons voir comment fonctionne la partie théâtre, la partie danse,
et collaborer avec la partie musique. Ça apprend à voir la personnalité des autres, à voir si je peux m'adapter aux autres et les découvrir, parce que le théâtre, il faut s'ouvrir pour pouvoir jouer le personnage, et c'est ce que j'aime bien faire. Le thème de cette année sera les 140 ans du lycée Carnot, qui est pour nous une réelle célébration, parce que le lycée Carnot, c'est surtout le premier lycée de la Guadeloupe. C'est une entité qui a vu énormément d'artistes aussi dans son établissement. Je pense par exemple à Alain Jean-Marie. On a même eu, je crois, Camille Soprane qui a participé à l'orchestre La Flamme du lycée Carnot. Et donc, pour nous, c'est un moyen aussi de pouvoir, à travers notre art, raconter l'histoire du lycée Carnot afin que la population en soit informée. Et à défaut de se rendre aux Saintes, les résidents de l'EHPAD Nous Grand Moon ont fait les Saintes venir chez eux. Nos seniors ont ainsi participé à des ateliers de création de façades de cases créoles typiques des îles du Sud. Regardez. C'est parti de l'idée d'un résident qui souhaitait manger le tourment d'amour, donc le gâteau phare de terre de haut, de terre de bas bien sûr. Donc du coup, nous avons pensé à faire une sortie. Mais nous avons bien réfléchi, nous sommes dit, pour que beaucoup de résidents puissent profiter de cette sortie, nous allons plutôt faire les Saintes venir dans l'EHPAD. Donc c'est de là que c'est parti, et du coup nous avons justement réfléchi à comment organiser, et nous avons fait tout le monde venir ici. On a remarqué un vrai engouement pour cet atelier. Vous avez vu les réalisations, c'est magnifique, et depuis hier ils sont restés quand même de 9h30 jusqu'à 12h à travailler, et ils ont pris plaisir avec la musique et tout. Nous, on est contents. Hein. Dès qu'ils sont contents, on est contents. Là, on a créé une façade typique des Saintes, puis sur la Guadeloupe aussi, un peu partout. Et on a réalisé ça en carton. Et eux, ils ont fait l'assemblage. Et ils ont collé, ils ont coupé. Et moi, j'avais déjà tout tracé pour eux. Et eux, ils ont juste collé, coupé, collé et faire la façade, quoi. On a vu l'exposition de M. Foy, et il a bien voulu nous faire ça de façon plus abordable. Et je trouve que c'est agréable. C'est agréable. Je pense que c'est super pour eux, parce qu'ils s'éclatent et du coup ils aiment bien faire ça, et puis ça, comme c'est un travail qui est tout nouveau, alors ils s'éclatent, quoi. Mais moi je trouve qu'ils travaillent bien en plus. C'était intéressant, dans l'ensemble c'était intéressant. Là on est à l'aise bien même, et on est content sans café là. Notre objectif, c'est de faire rêver les résidents. Ils sont à l'EHPAD, et nous, notre mission, c'est de les faire rêver. Voilà. Après le focus sur les Saintes, on aura le focus sur Margalante, le focus sur la Désirade. Et nous avons aussi des sorties que nous organisons régulièrement avec eux. Et maintenant, nous parlons des journées régionales des familles de Guadeloupe. Et à cet effet, je reçois Monsieur Hugues Montfort, qui est directeur régional d'APF France Handicap. Il est en compagnie de Danila Pachan, adjointe de direction d'APF Pôle Guadeloupe Autonomie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va d'abord présenter à la population justement APF France Handicap. Quel est votre rôle? Quelles sont vos missions? APF France Handicap est une association historique, puisqu'elle a 90 ans d'âge. Elle est née en 1933 sous la houlette de 4 personnes en situation de handicap et en fauteuil, et qui ne pouvaient pas se déplacer dans leur ville. Et depuis 90 ans, c'est une association qui se bat pour essayer d'améliorer la situation des personnes en situation de handicap dans tout le territoire de la France. C'est un combat difficile, c'est un combat qui est engagé partout sur les territoires, et qui doit continuer malheureusement, puisque l'accessibilité n'est malheureusement toujours pas une réalité sur l'ensemble des communes ou même des villes, et il faut toujours travailler en ce sens. Et avec APF Pôle Guadeloupe Autonomie, c'est un travail qui est engagé, qui va se poursuivre, mais avec les personnes en situation de handicap elles-mêmes, puisque la spécificité de l'association, c'est d'abord de faire vivre une vie associative pour que les personnes en situation de handicap, les adhérentes, puissent parler
elles-mêmes et s'organiser elles-mêmes pour parler d'elles-mêmes, de ce qu'elles vivent et faire leurs revendications et l'effectivité des droits. Donc c'est ça qui est à cœur. Alors, leur permettre de s'exprimer, de poser justement leurs doléances. On sent que ces dossiers prennent particulièrement de temps pour être traités. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté, est-ce qu'il y a vraiment une politique du handicap ici en France? Ou bien vous devez effectivement bricoler et faire comme vous pouvez? Il y a une vraie politique du handicap en France, mais il y a beaucoup de freins et beaucoup de difficultés pour les mettre en œuvre. La loi existe, tous les textes ont été écrits. La difficulté, c'est l'effectivité des droits. C'est-à-dire que les droits sont écrits, par contre, pour les mettre en œuvre, c'est très difficile parce qu'il y a des tas de contraintes, il y a des tas de réalités qui On est sur quel type de contraintes? C'est des contraintes financières? On ne veut pas investir sur effectivement les bons aménagements, sur les bons équipements? C'est à ce niveau-là que ça bloque? Ça se joue aussi à ce niveau-là, puisque effectivement, quand on veut construire un bâtiment qui soit vraiment accessible et dans l'accessibilité universelle, il y a des surcoûts. Ou alors dans les anciens bâtiments, parfois des anciens bâtiments sont très difficiles à rendre accessibles. Et puis parfois aussi sur les voiries, les transports en commun, changer des flottes de bus pour qu'ils soient accessibles, ça coûte de l'argent. Il faut qu'il y ait une vraie volonté politique pour le mettre en œuvre. Les textes existent, mais l'effectivité des droits est difficile. Il y a par exemple aussi la question d'un long combat que APF France Handicap a mené sur la déconjugalisation, qui fait qu'aujourd'hui, une personne en situation de handicap, même si elle vit en couple avec une personne, ses ressources ne sont pas réduites. Ça faisait 25 ans que l'association se battait, puisque l'État voulait effectivement se réguler cette allocation à partir du moment où elle vivait avec quelqu'un. Mais une personne en situation de handicap ne doit pas être au crochet d'une autre. Donc du coup, on s'est battu pour ça, et depuis, l'AH est déconjugalisée, et ça, c'est un combat qui a été de longue date et qui a été difficile pendant 25 ans. Quelles seront vos priorités pour les années à venir? Les priorités à venir, ça va être de, comme je le disais en introduction tout à l'heure, favoriser et développer la parole des personnes en situation de handicap elles-mêmes. Il faut qu'elles puissent... Elles prennent la parole. Ici en Guadeloupe, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais oui, on a des personnes en situation de handicap qui vont même manifester devant certaines instances, devant même certaines autorités parfois, pour réclamer ce qui est de droit. Exactement. Et effectivement, il y a des forces et des énergies qui se sont déjà mobilisées. Ce qu'on souhaite, c'est structurer davantage et que ces demandes et ces revendications soient permanentes et que du coup, elles puissent être portées au quotidien auprès de toutes les instances, dans toutes les commissions, parce qu'un coup d'éclat, c'est important, mais c'est un combat permanent. Et c'est la permanence du combat qu'on souhaite porter. Permanence du combat, certes, mais elle pourrait aussi vivre dans la quiétude. Dans la quiétude. Ce serait peut-être pas mal qu'elle n'ait pas à subir cette double peine et le handicap, parfois souvent l'isolement, parce que bon, rien n'est adapté pour elles, et en plus ne pas pouvoir bénéficier des aides auxquelles elles ont droit. Bon, comme vous dites, c'est sur le papier, tout est acté, mais dans la réalité, on a beaucoup de retours assez négatifs et des personnes qui sont en souffrance. C'est surtout ça. Tout à fait. En tout cas, vous organisez bientôt les journées régionales de la famille. Comment cela va se passer ? Oui, effectivement, donc c'est ce samedi, 16 septembre, nous organisons la journée régionale des familles. Donc il faut savoir que l'APF Pôle Guadeloupe Autonomie, donc nous allons, comme disait M. Montfort, dans les objectifs de l'APF nationale, mais nous travaillons également en collaboration avec l'AFM Téléthon. Donc c'est pour cette raison que nous accompagnons également des malades neuromusculaires. Et cette journée a vraiment pour objectif, en tout cas, de mettre en avant ces malades neuromusculaires, mais de les informer aussi des avancées en termes de prise en charge médicale et médico-sociale sur le territoire. Donc, voir en tout cas comment les choses ont évolué et voir avec l'AFM également les avancées thérapeutiques. Et puis, voir avec la coordination locale du Téléthon aussi ce qui est mis en place avec les dons réalisés chaque année avec le Téléthon. Donc on aura une visibilité, effectivement. Voilà, sur cette journée, on a une visibilité en tout cas sur ce qui est fait sur le territoire. Tout le monde peut participer ? Tout le monde peut participer, donc les personnes en situation de handicap, les malades, les proches, les professionnels, mais aussi le tout public qui souhaite savoir exactement c'est quoi le Téléthon, qu'est-ce qui est fait avec, qu'est-ce que c'est qu'un malade neuromusculaire. Et puis faire une sensibilisation aussi, puisqu'on disait que ces personnes sont souvent isolées, donc voir un petit peu ce qui peut être mis en place. Là, on aura des stands, par exemple, avec les ligues de sport adaptées, la Ligue handisport pour du sport adapté, voir comment accompagner ces personnes sur le territoire et comment leur venir en aide.
On rappelle les dates, les lieux et heures pour les téléspectateurs. C'est ça, donc ce sera ce samedi 16 septembre à partir de 8h30 à l'espace Taonaba aux Abîmes. Donc voilà, on attend, venez nombreux, on vous attend. Et puis je voulais quand même préciser la présence de notre parrain, Jean-Luc Bertelli, qui va parrainer cette manifestation. Et le mot de la fin pour M. Montfort. Que ce soit une belle fête et qu'il y ait beaucoup de monde et que tout le monde s'amuse. Merci beaucoup en tout cas pour votre passage ce soir sur Canal 10 pour nous parler donc de ces journées régionales de la famille. Merci encore. Merci. Et on part maintenant rendre un hommage à un très grand homme, Gérard Loquel. On a noté lors de son hommage la présence d'Élie Domota, leader du LKP mais aussi ex-secrétaire général de l'UGTG. Gérard Loquel qui avait une grande place dans cette organisation syndicale puisqu'il était créateur du chant de l'indépendance, celui qui est scandé effectivement lors de les assemblées générales ou lors des rassemblements. Il est aussi le créateur du drapeau de l'UGTG. Il reste une figure, un modèle d'engagement patriotique pour nombre de Guadeloupéens. Regardez. Nous sommes à être présents, disons, les camarades à l'UGTG, camarades à LKP, Jodla, parce qu'ils sont beaucoup marqués histoire à la lutte. En pas musicien, mais composition a marqué nous, d'autant plus que c'est qui fait chanter là, nous quoi qui chanter à l'indépendance, Guadeloupéenne, Guadeloupéen, Guadeloupe en danger. Et surtout, le drapeau là, ça, c'est qui fait. Alors, il pas jamais parlé de ça, et c'est qui fait le drapeau là, ça, l'UGTG en 1996. Loquel a été un modèle pour moi. Non seulement un modèle artistique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne lâche rien, mais aussi un modèle dans l'engagement patriotique. Et donc, la Guadeloupe perd un grand de ses fils, vraiment. D'habitude, on dit ça comme une formule, mais là, je dis vraiment que nous perdons vraiment quelqu'un d'importance. Et j'espère qu'avec les années à venir, les plus jeunes et la Guadeloupe pourra faire vivre son œuvre. Parce que je peux vous dire que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour le pays. Hein. Il s'est vraiment engagé. Vraiment. Ce que j'ai observé, c'est chez lui, deux éléments. À la fois un homme extrêmement déterminé dans dans ses pensées, dans son idéologie, dans le rêve qu'il avait pour la Guadeloupe, mais un côté extrêmement tolérant. Il avait un regard extrêmement, je dirais, dévoué, mais également tendre sur la jeunesse guadeloupéenne. Et ça, c'est très important. Par contre, il était extrêmement exigeant en ce qui concerne sa foi. Certains disent même qu'il était dogmatique. Mais je pense qu'il était lui-même, il a donné l'exemple. Le centre culturel Gérard Loquel, j'y travaillais autrefois dans mes anciennes fonctions. Je suis allée le voir, j'ai fait cette démarche en tant que directrice culturelle à l'époque. Et il a accepté. Nous connaissons le personnage aussi, ça n'a pas été simple, mais il a accepté et je suis très fière que ce centre culturel puisse effectivement rayonner au nom de Gérard Loquel. Comme pays de musique, mais la musique a évolué, Gouka a évolué à travers Gérard Loquel, c'est tout. Hein. C'est le père fondateur du Gouka moderne, donc pas ni pas de problème c'est ça. Il y a encore qui la Guadeloupe perd un grand, mais de toute façon l'esprit a arrêté parce qu'il essaie de traiter, il laisse un certain nombre d'habitants qui fait chiméraille en pays là, pas ni pas de problème. La Guadeloupe son nation, hein. Quand vous voulez, pas la Guadeloupe son nation, une nation sans État bien évidemment, mais Gérard et tout ça il fait, toute œuvre qui fait chiméraille en pays là. Un reportage signé Solène Fèvre. Et maintenant, je reçois sur le plateau Eduardo Pérez. Bonsoir Eduardo. Bonsoir Harold, bonsoir à tout le monde. Alors, ce n'était pas prévu effectivement de faire cette interview ce soir, mais visiblement la situation en République dominicaine et Haïti se dégrade et il serait effectivement judicieux de faire un point. J'ai essayé de trouver des informations, il n'y a pas grand-chose encore sur les médias et sur Internet, donc on a convié Eduardo pour qu'il puisse faire un petit point avec nous, qu'il puisse nous éclairer sur ce qui se passe. Quelle est la situation actuellement, Eduardo? Écoute, ça fait déjà un moment que ça dure, un petit conflit entre voisinage. Au début de l'année 2021, il y a un groupe qui a commencé à faire des tournées parce que nous avons une rivée en commun. N'oublions pas que nous partageons une île en deux pays.
deux pays très différents culturellement, etc., etc. Et on a une rivière, et ça fait déjà presque 100 ans que la République d'Haïti et la République dominicaine, ils ont signé un traité de ne pas toucher la rivière. D'accord? Tu peux te servir, mais tu ne la détournes pas. Et aujourd'hui, malheureusement, des groupes haïtiens, ils ont commencé à continuer. Ils n'ont pas commencé, ils ont continué le détournement de la rivière. Sachant qu'en 2021, ils ont commencé, et le président Luis Abinadel pour la République dominicaine et le président Jovenel Moïse se sont réunis à Dajabón. Dajabón, c'est une des frontières au nord de la République dominicaine. Juana Méndez d'un côté et la République Dajabón dans la République dominicaine pour cesser le canal. Donc ils ont trouvé un accord que jusqu'à aujourd'hui il a été respecté. Mais aujourd'hui, ils ont recommencé de tourner la rivière. C'est ça le petit ou le grand conflit. Un petit conflit qui est en train de déraper finalement en gros conflit. En effet, parce que le président dominicain, il a essayé de... il a entré en contact avec son représentant, le représentant haïtien, qui l'a dit clairement qu'il ne peut pas faire grand-chose parce que ça, c'est des entreprises privées et des groupes organisés qui détournent le canal. Donc c'est que des entreprises privées ou on a aussi la population? Et avec la population, je ne sais pas qui, l'organisation, tu sais, un groupe haïtien, un groupe, soit des bandes, plus des entreprises, c'est ça que le gouvernement haïtien nous a dit. Donc visiblement, il n'y a pas d'accord possible entre les gouvernements, donc entre les chefs d'État. Ils se sont parlé mardi, et le président a dit que si aujourd'hui, jeudi, il ne se sait pas, demain vendredi 15, ils allaient bloquer la frontière. Ah, blocage de frontières. Et blocage des frontières terrestres et aériennes et par la mer. D'accord, donc vous allez vous couper d'Haïti. Exactement. On est coupé à partir de minuit. Ce soir. Parce que j'ai vu des vidéos justement d'Haïtiens qui n'ont pas l'intention de céder. Non. C'est ça le problème, c'est que nous, la République dominicaine, se trouve en face d'un pays qui malheureusement n'a pas un gouvernement. Tu sais le problème qu'il y a en Haïti. Donc c'est très difficile de dialoguer, d'entrer en contact, de dire bon, écoutez, on s'assoit pour discuter. Même que... Et puis le rapport entre Haïti et la République dominicaine, bon, c'est pas... J'écoutais aussi la vidéo, il disait ces gens-là n'ont jamais rien fait pour nous, ils nous maltraitent. Donc il y a un rapport qui est assez conflictuel entre Haïti et la République dominicaine. Non, écoute, je ne sais pas ce que les gens veulent qu'on fasse pour eux. N'oublie pas que nous, actuellement, en République dominicaine, nous avons entre 2 à 2 millions et demi d'Haïtiens. Il peut dire qu'on ne fait rien pour eux, mais si tu vois... tu sais, j'aime que les gens aillent en République dominicaine, voient ce qui se passe, tu vois. Ce que tu vois à la télé ou ce que tu vois sur Facebook, etc., tu peux faire attention. Mais j'aimerais que les gens qui puissent avoir une mauvaise opinion contre la République dominicaine vers les Haïtiens aillent en République dominicaine. Ils voient comment nous, les Dominicains, on traite les Haïtiens. Même que nous sommes débordés par la situation haïtienne. Donc, est-ce que c'est un problème qui se déporte ici en Guadeloupe, où tout le monde arrive à s'entendre ici en Guadeloupe? Non, mais on s'entend, ça, non, mais aussi. Est-ce que tu entends des problèmes entre la République dominicaine et Haïti? Non, non, il y a 2 ou 3 personnes. Par exemple, là, tu parles d'un traité de paix qui se sont réunis le 21 janvier 1929, presque 100 ans. D'accord? On n'a jamais eu de problème. Et aujourd'hui, des bandes organisées haïtiennes, plus des têtes de groupes politiques qui cèdent à la, comment on appelle ça, à la pression des entreprises, à la pression pour avoir gagné du poids, de points, cause un problème diplomatique entre la République dominicaine et Haïti. N'oublie pas qu'avant le problème que nous avions avec la République d'Haïti et que la République dominicaine avait, avant son problème avec le décès du président, et l'échange commercial entre la République dominicaine et Haïti, c'était de plus de 2,5 milliards de dollars. Ce n'est pas rien. Tu vois,
En 1929, la République dominicaine et la République d'Haïti, ils se sont réunis au même moment pour signer un accord que, en étant dans la frontière, dans un pays presque collé partout, ils allaient faire un marché et que les lundis et les vendredis, les Haïtiens comme les Dominicains pouvaient aller de deux côtés faire le commerce. Jusqu'à maintenant, c'est ça qui se passe. D'accord? Si tu vois aujourd'hui, les commerçants dominicains, les commerçants haïtiens, tu vois, ils ont peur pour demain, que c'est vendredi, que la frontière devait être ouverte. Tu vois? Donc les Haïtiens ne peuvent pas venir en République dominicaine et les Dominicains ne peuvent pas aller en Haïti. C'est une situation que l'ONU, ça fait déjà 3 fois que notre président, Luis Abinader, est allé voir dans ces réunions-là pour les dire aide-nous avec la République d'Haïti. Dis-moi, dans le monde entier, quel pays fait pour Haïti? Personne ne regarde le problème d'Haïti. Que les Dominicains, tu vois. Et en plus de ça, ils osent parler sur la République dominicaine. Tu vois, on n'a aucun problème avec le problème d'Haïti. Ils sont dans une situation, on l'aide tant qu'on peut. N'oublie pas que les Haïtiens, c'est la main-d'œuvre du travail en République dominicaine. Ils sont partout, dans la construction, dans l'hôtel, dans le transport, ils sont partout. Tu vois, les Haïtiens sont vraiment intégrés dans notre communauté. T'as compris? Mais il faudrait mieux que ça demeure comme ça. Exactement. Pourquoi 2 ou 3 personnes aujourd'hui veulent changer ça? Une autre chose, pour te dire, au point de tromper la République dominicaine, la rivière de laquelle aujourd'hui on se va pour qu'il ne la détourne pas, si nous voulons, nous pouvons l'arrêter, c'est-à-dire mettre un barrage. En amont. Parce que la rivière commence chez nous. Tu as compris? On peut barrer la rivière. Et d'ailleurs, c'est un projet qui va venir dans les jours qui viennent. Qui va être. Mais après le blocage des frontières, ce sera à ce fond de la rivière? Ils vont bloquer la rivière, ils vont mettre une barrière. Tu vois? Et en plus de ça, les gens n'aident pas la population haïtienne. Qui aide? Tu dis-moi, quel pays au monde regarde le peuple haïtien en Haïti? D'accord? Et même ailleurs. On parle toujours que les Dominicains, ils veulent toujours avoir des gens à les mettre le poids sur lui. Mais pourquoi ils ne vont pas aider la République d'Haïti? Situation politique, situation catastrophique, situation 50 000 choses. Et au contraire, ils vont faire des photos en Haïti. Quand il y a des catastrophes. Quand il y a des catastrophes, ils font... Et après, qu'est-ce qu'il faut? Et aujourd'hui, c'est une situation très, très bizarre. Et d'ailleurs, que les gens ne parlent même pas. Je vais te dire une chose, Harold, avant que tu me dises qu'on finisse. Il y a beaucoup de choses qui se passent en République dominicaine et Haïti, et personne n'en parle. Mais je te dis, trouver des informations... En 2013, ils nous ont fusillé tous les médias ici en Guadeloupe. En Guadeloupe, sauf au Canal 10, c'est pas que je travaille à Canal et je vais défendre, mais tu le sais bien. En 2013, c'était midi et matin, midi et soir. La République dominicaine, la République dominicaine, la République dominicaine. Mais entre-temps, la République dominicaine a dû construire un mur entre Haïti et la République dominicaine. Mais personne n'en parle de ça. J'aimerais que les gens parlent de la vérité qui se passe dans le pays. Pas raconter que le Dominicain maltraite les Haïtiens. Non, au contraire, on protège les Haïtiens. Parce que si on ne protège pas les Haïtiens, l'organisme international va tomber sur nous. Mais 2 ou 3 journalistes de trucs vont raconter n'importe quoi et tout le monde va le croire. Mais la réalité, c'est une autre chose. Et un Haïtien en République dominicaine, il est protégé. Il est protégé plus qu'un Dominicain. Et nous, la seule chose qu'on veut comme peuple, sachant qu'on a un pays à côté plus pauvre que nous, c'est qu'on peut aider. Le monde entier peut aider Haïti. Pourquoi ils ne vont pas aider Haïti? La semaine prochaine, le président dominicain, Luis Abinader, ira à l'ONU parce qu'il est fatigué. D'appeler. Regarde le conflit qu'on a. On a plus de 20 000 militaires en frontière aujourd'hui, mon ami. Nous sommes au bord d'une guerre. 20 000 militaires qui sont dans les frontières. Positionnés. Mais parce qu'ils savent de toute façon que des gens vont essayer de traverser. Voilà. Les bandes s'organiser. Ils vont essayer de traverser. Le président haïtien nous a dit clairement qu'il ne peut pas contrôler ces bandes organisées. Le monde entier sait très bien que le gouvernement haïtien ne peut pas contrôler ces bandes organisées. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les yeux. Débrouillez-vous. D'accord?
Donc voilà, c'est ça la situation en République dominicaine. Demain, à partir de minuit, la frontière va être fermée. D'accord. Et la communauté, bon, tout le monde est au courant ici en Guadeloupe, parce que le message passe, puisque médiatiquement, bon... Canal 10. On n'a pas... Franchement, j'ai dû aller sur TikTok. Vraiment, j'ai dû aller sur TikTok pour trouver des vidéos, une information comme ça. Mais tu as vu le vidéo que je t'ai envoyé sur le discours de notre président ce matin, il était obligé de se déplacer. Tu vois. Et d'ailleurs, il avait beaucoup de projets avec le président Moïse, mais malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser sur la frontière dominicaine-haïtienne. Tu vois. Mais j'aimerais que les journalistes, avant de faire des opinions entre la République dominicaine et la République d'Haïti, aillent sur place. On n'a pas de problème. Maintenant, les conflits haïtiens, bandes organisées, veulent passer en République dominicaine, mettre la pression de la République dominicaine. Parce qu'on a un traité de paix, on ne touche pas la rivière. Qu'est-ce qui va se passer? On sera obligé de débloquer la rivière, mais on va violer aussi le traité. T'as compris? Donc c'est ça le problème. Bon, le traité va partir en éclat, voilà. Et là vous partez sur un conflit encore sur des générations. Exactement. Dans tous les cas. Donc effectivement, la République dominicaine souhaiterait éviter ça. Bien sûr. Ah oui. Le président dominicain, Luis Abinadel, il attend que le gouvernement haïtien l'appelle pour reparler sur cette situation-là. D'accord, c'est une situation... Et est-ce que le gouvernement, il faudrait voir pour que le gouvernement de République dominicaine, justement, soit prêt à prêter main forte au gouvernement haïtien pour qu'il règle peut-être le problème de ces groupuscules? Mais on le fait, Harold, on le fait tous les jours. Harold, à Dajabon et Juanamende, il y a une zone industrielle américaine, je crois que c'est américaine, une zone industrielle américaine. Pour te dire comment ça se passe, que les gens aillent voir sur place, mon ami. C'est voté. Entre Juanamende et Dajabon, il y a une zone industrielle. Il y a plus de 20 000 personnes qui travaillent là tous les jours, mon ami. Et qui protègent parce que cette zone industrielle est du côté haïtien. Mais c'est la milice dominicaine qui protège cette entreprise, cette zone industrielle. D'accord? Donc il y a plus de 20 000 Dominicains et Haïtiens qui travaillent tous les jours ensemble. Et des Américains, des Italiens. Tout le monde est là, mon ami. Il faut aller sur place. Tu vois, à Dajabon, il y a le seul port sec au monde. Comment te dire? Ils ont fait un port, mais il n'y a pas d'eau. T'as compris? C'est le seul au monde entre Dajabon et Juanamende, au nord de la République dominicaine. Et vous chargez donc de la protection de ce type de site. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Mais il faut aller là le lundi et le vendredi, mon ami. Je te jure. Il y a Pigna aussi. On a le même marché. D'accord? C'est des milliards de dollars qui passent tous les jours là. Donc, mais où sont les gens? Le peuple, l'Union européenne, les Américains, tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les yeux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.